Ah là 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 là, j'ai envie d'être euphorique, j'ai envie d'être euphorique. Salut les potos, salut les amis, salut à toute la Dream Team, à tous nos milliards d'abonnés, tous les fans de l'Olympique de Marseille. On est chaud et je suis, comme d'habitude, les amis, heureux d'accueillir mon ami de toujours, mon compadre, c'est El Gringo. Comment il va, mon ami? Ah, très 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 bien. Écoute, on finit merveilleusement l'année avec une démonstration de football du côté de Geoffroy Guichard. Ah, Geoffroy Guichard, c'est notre petit terrain de jeu en ce moment. Avant de démarrer cette émission, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, on va s'enflammer parce que c'est les vacances, parce que c'est les fêtes de fin d'année, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant tout ça, les gars, petit jingle, ça vous laisse le temps de liker et n'hésitez pas à commenter. Vous savez que ça nous aide pour le référencement, les amis. On va se régaler. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourneau comme ça. Alors, mon ami El Gringo, comment t'as vécu cette leçon footballistique? Bah, très très bien. Je crois qu'on l'a bien vécu dans le sens où il n'y a vraiment pas eu de match. Saint-Etienne n'a pas existé de la première à la dernière seconde. Il y a cette grosse occasion suite à un alignement qu'on qualifiera de douteux de la défense qui a permis au Stéphano de se présenter seul devant le gardien, mais énorme retour de Balerdi et voilà, c'est à peu près tout. Le reste, c'est des bribes de frappe excentrées sans aucun danger. Donc, c'est impressionnant comment on les a maîtrisés. Alors, j'entends dire que Saint-Etienne était faible, c'est vrai, c'est une réalité. Mais j'ai regardé pas mal de matchs de Coupe de France ce week-end et on a vu que Lyon, que Nice ont énormément souffert, même Lille. On gagne très difficilement, sont qualifiés très très difficilement. Donc, il ne faut pas minimiser la prestation qu'on a fait à Saint-Etienne parce que nous, on jouait une D1. On ne jouait pas une CFA ou une CFA2. J'ai quand même envie, quand même de te partager, Naïm, les stats du match. Parce que on avait peur, toi et moi, de ce match-là. On s'est dit, ça peut être. Il y avait tout à perdre sur ce match-là. C'est-à-dire qu'un mauvais match, une erreur manifeste d'un joueur, un penalty, un carton rouge, tu ne sais pas ce qui peut arriver en avant-match, enfin pendant le match. Et on s'est dit, t'imagines, tu perds ce match, tu te fais éliminer de la Coupe de France en 32e de finale, après avoir fait une bonne série d'être deuxième en Ligue 1, il y aurait quand même beaucoup de choses qui auraient été remises en question. Donc, l'idée, c'est déjà de regarder un peu les stats du match, Naïm. Je me suis amusé parce que je me suis dit qu'est-ce qu'on a en possession de balle? Et je vois 80% de possession de balle. Je pense qu'en première mi-temps, ouais, 79-21 et 81 en deuxième mi-temps. J'ai rarement vu, Naïm, une possession pareille face à des Stéphanois. Je pense qu'on aurait pu en mettre encore plus. Hein. Je n'ai pas vu les expected goals encore. Je ne les ai pas vus. Peut-être qu'ils ne sortent pas sur les matchs de coupe. Je n'ai pas vu les expected goals. Mais 21 tirs à la cage, 11 corners. Alors là, attends. On va parler rapidement des corners. J'ai tweeté Greenwood, plus jamais un corner pendant le match. Je pense que tu es d'accord avec moi. Comment on peut avoir un talent aussi incroyable, pied droit, pied gauche, et de frapper les corners sans vitamine? C'est assez incompréhensible. Vraiment, il a du mal. Il faut qu'il y travaille. Il faut qu'il travaille parce qu'il a une qualité de pied extraordinaire. C'est vraiment, techniquement, c'est largement, je pense, le meilleur joueur du championnat. Et c'est pas normal. C'est pas normal de tirer des corners comme ça sur un gardien en plus qui était aussi mauvais. Donc, quelque part, c'était pas si mal joué vu qu'il les relâchait tous. C'était dangereux. Mais non, faut qu'on s'améliore dans ce domaine. Tu as envie de te dire, on a tellement d'armes disponibles, et je veux dire 11 corners dans un match, normalement, tu dois au moins en avoir 4 ou 5 qui peuvent s'avérer très très dangereux. Alors on a marqué sur corner, mais pas tiré par Greenwood, mais par Luis Enrique. On va y venir après sur Luis Enrique, là, on va parler un peu des performances individuelles. Mais c'est vrai que depuis le début de saison, on est plusieurs sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Je vois aussi Bastien, mon ami Bastien, que je salue. Lui aussi, ça le choque de voir un entraîneur aussi méticuleux sur l'ensemble du carré vert et avoir aussi peu, finalement, de travail, on a l'impression, sur les coups de pied arrêtés. C'est bizarre.
Ouais, surtout qu'il y a Rabiot, il y a Kondogbia, il y a Balerdi, il y a quand même du répondant dans le domaine aérien. Il y a de quoi faire. Mais ils sont pas très bien tirés, c'est une réalité. Alors peut-être qu'il les tire bien à l'entraînement et qu'il n'arrive pas à bien les tirer en match, c'est un peu dur à comprendre. Peut-être que finalement, on ne les travaille pas tant que ça parce qu'on a tellement de choses à travailler à côté. Et on le voit, hein, vu la progression, vu la diversité qu'on a dans notre jeu. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à travailler. Alors peut-être que finalement, les corners, on ne les travaille pas tant que ça, je ne sais pas. Et ça serait bien d'avoir l'explication, mais bon, je pense quand même qu'il a toutes les qualités pour les tirer mieux et qu'il faut qu'il s'applique un peu plus. Ouais, je vois. Bon, après, on fait les méticuleux, on cherche un petit peu la petite bête, mais on va rentrer directement, Naïm, dans cette analyse tactique du match, parce qu'il y a vraiment des belles choses à voir sur ce match-là. Et tu as voulu mettre en avant vraiment un point important. Même moi, pendant le match, on s'est envoyé des messages. Je t'avais dit, Naïm, regarde Murillo pour une fois. Il a même fait des choses qu'on l'a peu vu faire jusqu'à maintenant. Moi, est-ce que c'est lié à la surdomination ou pas, mais montre-moi un petit peu ce rôle-là de ce fameux couloir droit. Ouais, c'est le couloir droit en règle générale. Donc, bon, ça a échappé à personne qu'on a un déséquilibre offensif sur le côté droit. Du fait que notre stopper droit, Murillo, est un latéral de formation, un joueur capable de déborder, de centrer, même de dribbler, à l'inverse de Kondogbia qui a plus un rôle de vrai stopper et qui va moins se projeter. Mais c'est plus large que ça. C'est vraiment, on a une diversité dans le jeu qui nous rend très, très difficile à bloquer sur le côté droit. Et déjà, à la base, par la qualité de notre piston droit, qui touche beaucoup de ballons, c'est Luis Enrique, qui est un joueur rapide, technique, qui est donc capable d'éliminer individuellement. Donc déjà, le défenseur qui va venir sur lui, il doit surveiller ça, il doit l'empêcher de passer en 1 contre 1. Mais pas seulement. Et Murillo, comme tu l'as dit, il apporte énormément dans le collectif parce que on voit que ses courses, elles ouvrent à chaque fois de l'espace. Là, partie des doublés, ce qui fait qu'il a ouvert tout cet espace dans l'axe. Espace dans lequel va venir s'insérer Greenwood. Et c'est là aussi, dans le nouveau schéma où Greenwood est très, très intéressant, il peut venir apporter sa qualité technique. Là, dans un tout petit périmètre, avec 4 Stéphanois en une touche, avec Lucien qui va s'appuyer sur lui, on va voir que les 4 joueurs vont être éliminés. Et c'est juste dommage que Mopé ne l'ait pas très bien senti. Ça, il n'a pas senti le centre. Il a juste à. Même le centre, il était très, très bien joué. Je vais juste appuyer sur pause, Naïm, parce que je veux te montrer quelque chose sur ce que tu viens de montrer. Je vais te mettre juste ça à l'écran. Regarde le rôle de Murillo. Je ne sais pas si tu vois bien là sur l'écran. Regarde le positionnement de Murillo sur le match d'hier et regarde le positionnement de Luis Enrique sur le match d'hier. Ouais. Oh, ouais, et regarde maintenant le positionnement de Greenwood. Tu vois, on voit vraiment, on a un couloir droit fort. On voit Greenwood, il est venu vraiment s'excentrer sur le couloir droit et à gauche aussi, des deux côtés. Mais ce que je voulais te montrer, ce que je voulais mettre en avant, on va revenir sur la vidéo bien évidemment, c'est ce rôle-là. Parce que de l'autre côté, Naïm, si je prends Kondogbia, tu vois, ça n'a pas le même rôle. Ça illustre totalement ce qu'on disait. C'est logique, hein, dans l'équilibre, c'est par rapport au profil de nos deux stoppers, qui sont Kondogbia et Murillo. Et on ne leur demande pas la même chose, c'est clair. Mais du coup, c'est vrai que ça crée un déséquilibre offensif, mais ce n'est pas grave parce qu'on n'en reste pas prévisible pour autant, parce que justement, il y a de la diversité. Donc là, on a vu des doublements de Murillo, Greenwood qui vient intérieur. Là, vous allez voir Murillo qui part donc de sa position initiale et qui va aller faire un appel carrément intérieur dans le cœur du jeu. Il se retrouve en position d'avant-centre. Et ça a permis quoi ? D'ouvrir totalement l'espace pour aller chercher Luis Enrique. L'action va quand même continuer. Murillo va encore refaire un appel pour encore une fois libérer l'espace et permettre de trouver Greenwood. Greenwood qui va jouer en une touche pour Murillo. Bon, malheureusement, dans le timing, voilà, Murillo était hors jeu. Mais c'était encore une fois, en termes d'ouverture d'espace, très très bien joué. Ça apportait encore de la diversité. Tu sais que Naïm, juste si je peux me permettre, je prends un mot à la main, t'inquiète pas. Quand on voit la densité stéphanoise, tu vois, tu as une ligne de 3 devant, une ligne de 3 au milieu de terrain. Finalement, le cœur du jeu était tellement chargé côté stéphanois, il y avait une telle densité que finalement, sur cette occasion, elle démontre parfaitement, comme tu disais, les forces de l'OM, parce que c'est l'appel de Murillo, finalement, qui va réellement déclencher le déséquilibre côté stéphanois. Parce que là, il se dit quoi, Abdelhamid ? Il se dit, il y a Abdelhamid, il se dit, oh, j'ai le défenseur central droit qui se retrouve en pointe. Elle est incroyable pour moi, cette image. Hein.
Ouais, c'est même, il se dit, en fait, voilà, il y a un joueur qui est libre, il faut qu'il aille le prendre. Exactement. Et cette Du image, coup, elle est là. Regarde le déséquilibre en quelques secondes. ouais, c'est compliqué pour un défenseur de défendre sur un joueur qui n'était pas prévu d'être là. C'est horrible même, c'est horrible. Quand tu... regarde Greenwood, parce que vraiment, on voit même Murillo avec sa main montrer à Luis Enrique de s'appuyer sur Greenwood. Ouais, exactement, et on voit qu'en fait, on a créé de l'espace. Et c'est ça qui est difficile dans notre plan de jeu, parce que les équipes savent ce qu'on veut faire, donc elles nous attendent, elles réduisent les espaces au maximum, donc il faut qu'on arrive à le créer. Et on le crée en fait par la course des joueurs sans ballon, parce que, comme vient de le faire Murillo, c'est lui vraiment qui a ouvert l'espace, et ça s'est joué donc un problème de timing qui fait qu'il a été hors jeu, mais sinon l'action elle est exceptionnelle. Et Murillo se retrouve en position de donner un ballon de but à Mopé. Donc ça, et surtout, comme je te disais, il y a de la diversité. C'est-à-dire qu'on a vu les dédoublements ce qui est classique, c'est le dédoublement de Murillo derrière Luis Enrique. Mais on voit aussi qu'il peut aller faire un appel intérieur, lui ouvrir l'espace. On a vu que Greenwood venait 2 fois là, venir et faire des appuis pour le joueur qui arrive lancé. Mais il y a encore d'autres facettes. Donc là, Murillo est déjà assez haut sur l'action au départ. Il va y avoir un appui sur Luis Enrique. Encore une fois, son positionnement, il est plus haut que Luis Enrique quand même, tu vois. C'est ça. Donc là, on sait que on va s'enfermer peut-être côté droit, mais regarde Rongier, lui, il va continuer sa course dans le dos d'Abdelhamid. Comme souvent, un milieu qui plonge, il est rarement suivi. Le ballon a été contré, ça a été corner, mais sinon, il était tout seul pour recevoir ce ballon. Là, encore une fois, on voit vraiment, cette vidéo, elle montre à quel point, parce que je défends beaucoup Murillo parce que c'est un joueur qui est sous-estimé et il a souvent des notes moyennes dans les matchs, alors qu'il se fait rarement passer défensivement et on voit l'apport qu'il a. Toutes ces actions, c'est lui qui les permet en fait, quelque part. Encore une fois, là, il emmène le défenseur avec lui, ce qui va ouvrir l'espace. On voit Mopé qui va venir faire un appel intérieur et regarde l'espace qui a été créé, plein d'axes pour l'avant-centre. La passe de Luis Enrique est mal ajustée. Mais sinon, Mopé, il se retrouve vraiment en position pour terminer. Naïm, jusqu'à maintenant, moi, je trouvais tu sais que toi et moi, on fait partie des partisans de Murillo parce qu'on trouve finalement, la manière dont il arrive à l'OM, comme on l'a décrit, versus le joueur qu'on a découvert à l'OM, il n'a rien à voir avec ce qui a été présenté. Au contraire, c'est le couteau suisse des différents entraîneurs qui sont passés par l'OM. Mais depuis le début de saison, avec De Zerbi, je pense qu'il a... c'est vrai que le temps permet aussi aux joueurs d'appréhender aussi le poste. Et là, aujourd'hui, il s'est beaucoup plus projeté que les derniers matchs, notamment lié probablement à la faiblesse de l'adversaire et le fait d'être réduit à 10 contre 11 aussi, parce que ça demande quand même de sacrés déplacements pour lui d'être défenseur droit et de finir ailier, et surtout si on ne lui donne pas le ballon. Mais quelque part, je pense que pour moi, il est tellement bon offensivement que c'est un des atouts maîtres pour la deuxième partie de saison, tu vois. L'an dernier, moi, je trouvais qu'il était bien meilleur défensivement que Klose, qu'il allait aussi vite que lui, et qu'il était meilleur dans les sorties de balles. Klose était meilleur dans les 20-30 derniers mètres. C'était un vrai contre-attaquant, Klose. Mais déjà, je trouvais que c'était un bon joueur, mais voilà, dans ce rôle-là, il s'épanouit totalement. Et comme je te dis, tous ces dédoublements incessants, ça amène du doute chez les défenseurs. Et ça permet de créer de l'espace. On a trouvé 2 fois Greenwood. Là, on a trouvé Mopé. Je te dis, si la passe elle est mieux ajustée, c'est une énorme occasion de but, plein axe qui a été créé face à un bloc qui nous attend. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et ça va continuer. Ça va continuer avec de la variété. Encore une fois, encore une fois, Luis Enrique est touché. On a toujours ces appels de Murillo. Et là, il va trouver Greenwood plein axe, pas pour un appui. Et c'est vraiment dans ces actions-là où Greenwood est très dangereux parce qu'il peut frapper pied droit, il peut revenir frapper pied gauche, ou il peut, comme là, il a été un peu freiné par le défenseur, il peut continuer l'action, comme on dit souvent, hein, on nous a souvent appris de partir de la droite pour finir vers la gauche, pas rester dans le côté fermé. Et là, ça a fini sur Merlin qui a mis un peu de temps à enchaîner, qui a trop croisé sa frappe. Mais c'est encore une facette différente du jeu. Voilà, l'appui, la construction sur le côté droit, ou alors le décalage de la droite vers la gauche. Et ce qui est intéressant, Naïm, là-dessus, c'est que le fait que Murillo accompagne les actions, ça permet de libérer l'espace pour Greenwood. Et c'est ce que recherche le coach. C'est de mettre Greenwood dans les meilleures dispositions. Si Murillo vient rentrer dans l'axe et apporter quasiment en tant que deuxième attaquant, ça permet vraiment, on l'a vu, Greenwood, plein de fois, il se retrouvait le milieu défensif, il se dit, je fais quoi? Je vais sur Greenwood, je vais sur Murillo. Ah, c'est ça. Et c'est vraiment...
c'est vraiment très, très, très dur de défendre sur Greenwood à la base. Alors qu'en plus, on doit s'occuper de Luis Enrique qui est en train de déborder, de Murillo qui dédouble ou de Rongier qui plonge. Voilà, ça rend les choses compliquées pour les défenseurs. Là, on a vu qu'il a varié. Il va centrer directement avec un très, très bon centre. On ne va pas gagner le duel, mais c'est vraiment un très, très bon ballon. Et encore une fois, ça permet de varier le jeu et de permettre de toujours laisser le doute aux défenseurs. Là, encore une fois, petit ballon, pas un centre, vraiment un tout petit ballon sur appui par-dessus la défense, appui sur Mopé qui fait une très bonne remise. Très bon qui sera de la cage. Très bon. C'est un poison. Qui aura été un peu juste. Et là, une action qui part d'un bon pressing. Le pressing, c'est quelque chose dont on reparlera plus tard. Et voilà, on enferme le Stéphanois entre deux joueurs. Et là, il va donner partir Luis Enrique. C'est moins arrivé dans ce cas-là en première mi-temps. C'était Murillo qui dédoublait et lui qui a donné. Là, avec Ro qui vient proche de lui, il peut donner et partir. Ro va rentrer intérieur. Et en fait, tout ce qu'on a montré jusqu'à présent, c'est ce qui va permettre à Højbjerg de se retrouver tout seul devant la cage. C'est d'avoir tellement donné d'incertitude aux défenseurs, tellement avoir eu de mouvements différents, de solutions différentes dans la construction, que du coup, on regarde, ils suivent les joueurs qui rentrent, ils ne savent plus trop où ils sont, et Thierry Højbjerg qui est absolument seul du début à la fin de l'action pour finir quel caviar, de la cage. Quel caviar. Ah oui. Quel caviar il y a très, très grosse vision du jeu, ballon parfait, mais tout ça c'est permis par du mouvement, de la justesse technique, et vraiment beaucoup de générosité de Luis Enrique et de Murillo qui font des efforts incroyables, hein, vraiment. Bon, Luis Enrique, lui, il touche le ballon un peu plus haut, mais Murillo, pour accompagner chacune des actions, c'est des courses de 30 ou 40 mètres. Et après, il doit revenir. C'est le défenseur central, donc lui, il n'est pas devant en se disant les collègues vont remplacer. Mais il a l'avantage, Murillo, et c'est sur ce joueur-là aussi que je voulais faire un peu un focus, il a l'avantage aussi d'avoir un certain Luis Enrique sur son couloir. Et mine de rien, on en parle peu, Naïm. Il commence à être mis un peu en lumière, Murillo, mais là, actuellement, c'est la révélation pour moi de ce début de saison en Ligue 1. C'est la révélation à ce poste-là de l'Olympique de Marseille. Naïm, sur 16 matchs joués, Luis Enrique est à 7 buts, et si on compte les 2 passes décisives d'hier, et à 6 passes décisives. C'est-à-dire que Murillo, depuis le début de sa carrière, au top du top, il avait déjà été passeur avec Sampaoli, je te souviens. Oui, il avait fait 5 passes décisives même. On voyait qu'il avait de la qualité dans la dernière passe. D'ailleurs, dans un rôle de piston, c'était piston gauche. Exactement. Il était piston et il avait fait beaucoup de passes décisives. C'est un très jeune joueur, encore une fois, et c'est ce qui doit pousser à la patience envers Koné, envers Brassier, envers Wai. Voilà, les jeunes joueurs, il leur faut plus de temps à s'adapter qu'un joueur confirmé en règle générale. Ouais. Et sur hier, Naïm, tu prends Luis Enrique, bon, il a la meilleure note sur SofaScore, bien évidemment, il avait 9,6, parce que ça a été un poison du début jusqu'à la fin. 73 ballons touchés dans le match, je veux dire, et c'est un joueur qui déborde énormément, ce qui est assez choquant, je l'ai répété plusieurs fois, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir nos échanges avec Naïm par téléphone. Je disais avec Naïm, et je pense que c'est, on va dire que Luis Enrique est vraiment l'anti-brésilien. C'est-à-dire qu'il a le nom du Brésilien, il a les tatouages du Brésilien, il a la coupe du Brésilien, Naïm, mais il n'a pas du tout la manière de s'exprimer sur le terrain. Il n'a pas du tout la personnalité du Brésilien. C'est ce qui me manquait, moi, depuis le début de sa carrière. C'est-à-dire que tu le vois en tentative de dribble, tu le regardes là sur le nombre de dribbles réalisés. C'est plutôt un joueur européen moderne comme joueur. On est loin du stéréotype du Brésilien dribbleur qui défend peu et qui est très très fort dans le 1 contre 1. Ouais, il est costaud, il est endurant. C'est pas des caractéristiques spécifiques des ailiers brésiliens en règle générale. Il va vite, ça oui, ça l'est. Mais oui, il fait beaucoup d'efforts et il couvre énormément de terrain. Il a un énorme volume de jeu. Et ce qui manquait, là où tu avais raison en début de saison, c'est des prises d'initiative vraiment tentées. Surtout qu'il a les capacités pour. C'est ça qui était frustrant. Et en fait, je pense que cette position, elle lui convient beaucoup mieux parce que du coup, il est moins systématiquement dans le besoin d'aller faire du 1 contre 1 comme il est quand il est beaucoup plus haut sur le terrain. Voilà, là, il peut construire des actions à la base. Il est intelligent dans le jeu. On le voit de plus en plus. Hein. Son ouverture sur le but contre Lille, elle est exceptionnelle. Sa remise puis son ouverture, ça passe en profondeur. Donc, il s'étoffe. Il y a encore la remise de la tête.
le timing de la passe, parce que l'ouverture de Balerdi est magnifique, mais le timing de la passe, limite, Naïm, je te dirais que pour moi, vous me direz ce que vous en pensez les amis en commentaire, hein, mais pour moi, sa plus grosse qualité finalement, c'est vraiment le timing de la passe à Luis Enrique. C'est peut-être là où il est le plus intelligent et le plus performant. C'est là où il est le plus surprenant en tout cas, parce que c'est quelque chose qu'on ne soupçonnait pas forcément chez lui dans son jeu, mais il a énormément de qualité. En fait, il est très complet comme joueur, hein. Il a même une bonne qualité de centre, on s'en est rendu compte hier. C'est vrai qu'on est amené à centrer avec notre style de jeu, donc on le voit moins. Mais non, vraiment, c'est la révélation clairement de cette première partie de saison. On avait vu l'an dernier quand même qu'il était revenu avec des meilleures intentions. Surtout, il est revenu plus aguerri. Contre Monaco, tu te souviens de ce premier match contre Monaco? Après son retour, on avait dit « Oh !» Il s'est transformé. On sentait quand même… moi, j'aime bien quand je sens le potentiel d'un joueur. Un peu comme Jonathan Rowe. Quand il a le ballon, tu dis « Rowe, il a un potentiel. » Alors, est-ce qu'il explosera à l'OM? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a le potentiel pour aller chercher beaucoup plus haut. Et je pense que Luis Enrique, et tu vas le montrer dans la prochaine vidéo sur aussi l'aspect tactique, parce que c'est là où il a progressé aussi. C'est sur cette notion de pressing et de déclencher et finalement même de verrouiller ce couloir droit. Je pense qu'il est aujourd'hui un des moteurs de Zerbi. Il le met direct sur la feuille de match dès le départ. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, ce pressing, c'est quelque chose dont on avait parlé en début de saison en disant ça faisait partie des choses qui manquaient en fait et qui faisait qu'on avait du mal contre les petites équipes parfois, comme ça avait pu être le cas pour Angers et Auxerre. Ce qu'on dit, la Ligue 1, c'est dur. Les équipes sont basses, sont en position très basse, elles ferment les espaces. Donc, la contrepartie de ça, c'est que ces joueurs qui sont forts physiquement sont souvent assez faibles techniquement en défense. Donc, il faut les presser rapidement pour récupérer le ballon. Et là, on voit que c'est quelque chose qu'on fait bien. C'est-à-dire que là, on est sur une phase de construction. Remise pour Greenwood qui tente un ballon par-dessus pour Rabiot. Ça ne passera pas. Mais dès la perte de ballon, regarde, crac, on a 3 joueurs qui viennent encercler les porteurs. Il l'avait dit, Naïm, il l'avait dit juste le coup, mais il avait dit, le coach, il l'avait répété à plusieurs reprises en disant, même quand on avait gagné des matchs, il disait que dans le pressing, ce n'était pas ce qu'il attendait. Ouais, c'est clair, ça se voyait. Alors que là, voilà, récupération, ça fait que de suite, on est à 20 mètres et occasion de but pour Hubert qui tire à côté. Quand ça reconcilie, c'est pas la suite d'une perte de balle. Quand on est sur une phase de construction adverse, on n'a pas un pressing qui est forcément très intense comme on pouvait le voir avec Tudor. On va pas forcément agresser, on va plus être sur du quadrillage du terrain. Tu le vois là avec les 2 attaquants et dès que le ballon va aller sur le côté, regarde comme on va encercler l'adversaire de manière plus tactique par contre que sur nos pertes de balles. Et ben là, on le force, il n'a aucune passe facile, on le force à jouer long. Et derrière, c'est facile pour nos défenseurs, surtout avec Kondogbia qui a beaucoup d'agressivité, qui est très costaud dans le duel. Là, on revient sur une phase de construction, on passe un peu trop de Greenwood qui est intercepté. Et là aussi, c'est une évolution, c'est quelque chose qu'on voyait peut-être moins en début de saison, c'est Greenwood, de suite, il vient coller le joueur, il est agressif à la récupération. Depuis Monaco, depuis qu'il a été titillé par le coach, je pense que depuis Monaco… Depuis Paris. Ouais, après Paris, mais le match de Monaco, il a montré vraiment une vraie agressivité à la perte de balle. Et c'est indispensable pour le système du coach. Et peut-être que les gens… tu récupères vite le ballon, quoi. Et Naïm, j'ai même envie de te dire, sur l'analyse que je vois un peu sur les réseaux passés, j'entends beaucoup de gens dire Højbjerg est moins performant depuis qu'il y a Rongier, pareil pour Rabiot. Je pense que les gens sont peu habitués à la performance collective. C'est-à-dire qu'on a besoin d'individualiser le football et de le rendre en sport individuel alors qu'on est exclusivement sur une prestation collective et que c'est la marque de fabrique de l'entraîneur. Je fais briller le collectif plus que le joueur. Non, mais là, cette image arrêtée, elle illustre un peu ce que tu es en train de dire parce que ça peut paraître anodin, ce ballon que va récupérer Højbjerg, mais ça stoppe de suite l'offensif adverse, ça te permet de rester haut et ça, il le fait pendant tout match. Tout simplement par sa science du placement, par son agressivité défensive. Il perd très très peu de ballons dans la construction, il joue toujours juste. C'est exactement ce que tu dis. Et c'est pareil pour Greenwood un peu. Hein. Greenwood, souvent j'entends dire ouais, il a fait un match moyen de ça, mais sauf que dans la justesse technique, dans la construction, dans les petites balles, il est toujours très bon. Mais ce pressing, il change quand même vraiment beaucoup de choses parce que voilà, on laisse plus respirer les équipes adverses. Ouais. Voilà, on quadrille bien le terrain à la sortie de balle. Là, ils ont essayé de construire, mais rapidement, ils se sont retrouvés enfermés. Voilà, ça le fait revenir en retrait. Abdelhamid, de manière très ambitieuse, a voulu continuer à jouer court dans ce petit espace. Et bon, clairement, là, il y avait 3 Marseillais autour, on récupère le ballon. C'est ça qu'il faut qu'on garde. Et c'est indispensable d'avoir des centraux qui soient capables d'être très agressifs.
Tu vois, Balerdi, Konoglia, à l'instant T, aujourd'hui, ils ont ce côté très agressif, parce que comme on va chercher très très haut, ben, relance obligatoire de l'équipe adverse, souvent des longs ballons, il faut être les premiers, il faut être très méchant. Ouais, et puis il faut des gens intelligents, comme tu vois là avec Mopé. C'est-à-dire que Mopé, de par son positionnement, à lui tout seul, tu vois qu'il bloque deux Stéphanois. Ces deux relances sur le côté, elles sont impossibles. Par le seul Mopé. Surtout vu le talent de ce gardien. Ouais, ça c'est clair. Et du coup, il fait une relance plein axe qui arrive directement sur Rongier. C'est ça, c'est vraiment, il faudra qu'on le garde et voilà, parce que justement, comme on le voit là, on a des phases de construction, il y a de la densité, donc c'est dur, mais tac, on referme rapidement. Et là, cette image, elle est très intéressante parce qu'elle va nous permettre d'enchaîner après sur une autre discussion. C'est les entrants. Les entrants, moi, je continue à dire que la saison va être longue, que c'est les 3 joueurs qui sont là vont être importants. C'est Cornelius, Rowe et Koné qui viennent de rentrer. Mais regarde avec quelle détermination ironienne, ils enferment le porteur et on va récupérer le ballon. J'ai lu par-ci par-là que l'entrée de Koné n'était pas bonne, qu'il y avait que Rowe qui avait fait une bonne entrée. Je ne suis pas du tout d'accord. Je les ai tous trouvés bons en entrant. Ils étaient déterminés. Wai aussi a fait, sur le peu de ballons qu'il a eu, il a fait 2 très très bonnes remises. Vraiment, on a de la qualité sur le banc. C'est très important. C'est des jeunes joueurs. Il va leur falloir, je pense, cette année d'adaptation. Mais dès la deuxième partie de saison, ils auront un rôle important à jouer parce que on peut enchaîner les matchs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le prochain tour de Coupe de France, ça va nous faire une série plus intense que ce qu'on a connu maintenant. Il y a un point aussi sur lequel je voulais revenir, Naïm. Je le mets quand même ici parce que pour moi, en fait, il y a donc Rabiot, Højbjerg, Rongier. Le point commun qu'ont ces 3 joueurs, outre le fait d'être à la base des joueurs, des récupérateurs hors pair, des joueurs qui cassent quasiment toutes les contre-attaques des équipes adverses en anticipant parce qu'ils ont un QI footballistique bien au-dessus de la moyenne. Mais en fait, là où les gens n'ont peut-être pas encore pris conscience de l'importance de ce trio-là, Naïm, c'est sur la régularité de ces joueurs-là au haut niveau depuis pas mal d'années. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui enchaînent entre 30 et 40 matchs chaque saison, avec très peu de blessures, hormis Rongier qui a eu sa longue blessure récemment. Mais finalement, c'est ton cœur. C'est le cœur et j'ai envie de dire peut-être le poumon de l'équipe de cette saison. Ce trio-là, ça dérange. J'ai l'impression que ça dérange Naïm parce que c'est moins clinquant. Pourtant, le score, il est clinquant. Hein, ouais. Mais c'est moins sexy. Un Valentin Rongier, c'est beaucoup moins sexy probablement que même un Amin Harit ou qu'un Koné. Mais aujourd'hui, dans l'équilibre, est-ce qu'on peut avoir plus fort que ce trio-là? Ah, c'est fort, c'est très très fort, c'est très très fort techniquement déjà. Je crois qu'on n'en parle pas assez, mais les prises de balles qu'ont ces 3-là, Rongier, il est très très sous-estimé dans sa qualité technique. C'est choquant. C'est assez choquant. Parce que c'est ce qu'on appelle la vraie technique. Parce que moi, j'aime appeler la vraie technique, c'est pas de la technique de dribble, c'est la technique de prise de balle, technique de passe. Et vraiment, dans ces prises de balle, il est excellent. Tu as entendu ce qu'a dit Harit quand on lui a posé la question, pour toi, qui est le joueur le plus technique de l'équipe? Il a dit Rongier. Ouais, parce que c'est. Je pense qu'il passe vraiment dans la prise de balle. Parce que la prise de balle sous pression, pied droit, pied gauche. Ça fait toute la différence dans ces zones-là. Et les 3 sont excellents là-dessus. Tu m'avais fait remarquer que Rabiot, des fois, il lui mettait des missiles dans les pieds et ça bougeait pas. Et Rabiot, il a une qualité en plus par rapport aux 2 autres, c'est qu'il va vite. Il va vite et ça lui permet d'apporter des courses supplémentaires par rapport à eux, qui sont pas des joueurs de profondeur. Hein, en fait, Rabiot, c'est pour ça qu'il le répète, le coach, c'est la perfection pour lui. C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur clinquant avec qui on va te parler que de lui comme un Greenwood. Donc, ce n'est pas un joueur superstar. Par contre, dans une équipe, c'est peut-être l'un des maillons les plus importants d'une équipe de football à 11 parce qu'il est complet. Il est grand, puissant, rapide, costaud, grosse frappe de balle. Intelligent, interception, il défend, il est agressif, il court. Donc finalement, c'est un mélange entre Højbjerg et Rongier, en fait, Rabiot. Tu vois avec un gabarit. Après, il a les qualités des deux, mais il a vraiment cette qualité de vitesse en plus qui permet vraiment de. Il a un volume de jeu monstrueux, Rabiot, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'on le voit moins sur un match comme ça où ils sont bloc bas. Mais non, ça va être dur pour un joueur comme Koné. C'est pour ça que j'espère qu'il sera patient et qu'il réalise que lui, ce sera sûrement peut-être à partir de la saison prochaine où il aura vraiment beaucoup plus de temps de jeu si tout se goupille bien cette année et qu'on retourne en Coupe d'Europe, avoir beaucoup plus de matchs. Parce que moi, je continue à dire que ce joueur il est très talentueux et qu'il va beaucoup nous apporter.
Et, On a connu, Naïm, un joueur comme ça, et même c'est ce qui nous a toujours manqué à l'OM, c'est d'être capable d'anticiper d'une saison à une autre. C'est ce qu'on avait eu avec Michy Batshuayi quand André Pierre-Gignac était là. Je me souviens, les gens disaient, mais attends, il est trop fort, Michy, il faut qu'il joue et tout. Et finalement, c'est la deuxième saison, même s'il était bon déjà l'année sous Bielsa, la deuxième saison, c'est lui qui finit avec 20 buts, qui est vendu 40 millions d'euros. Finalement, on avait déjà anticipé le départ d'un joueur, et je pense qu'un joueur comme Koné, il lui faut du temps, et il a le potentiel. Le coach l'a répété, il a dit il y a 4 joueurs où ils doivent progresser dans la compréhension du jeu. Il a parlé de Rowe, il a parlé de Koné, il a parlé de Wai, et il a parlé de Cornelius et de Brassier. Donc il a parlé de ces joueurs qui en ce moment traversent une moins bonne période, mais l'équipe est sur les 4 derniers matchs, c'est 3 matchs gagnés et un match nul. Donc c'est compliqué de trouver une place à l'intérieur de ce collectif qui est huilé. Il a trouvé son style de jeu à l'instant T. On précise bien, à l'instant T. Oui, tout va très vite. Mais la différence de Michy, c'est que Michy il venait en connaissance de cause. Tu vois, ça, pour Cornelius, par exemple, pour un joueur comme Cornelius, c'est moins dur à vivre parce que il venait en tant que remplaçant pour essayer de s'imposer et devenir titulaire. C'est plus dur pour des joueurs comme Wai, Koné et Brassier qui venaient à la base pour être titulaires limite indiscutables et qui du coup là maintenant sont déclassés et surtout n'ont vraiment plus du tout de temps de jeu parce qu'on n'a qu'un match par semaine. Ce qui va changer là, avec le match de Lille en Coupe de France. Donc voilà, j'espère que ces joueurs-là, ils vont vraiment prendre leur mal en patience. Et j'en parlais la dernière fois, je faisais le comparatif avec Benjamin Mendy et Mboula, qui avaient eu une première année compliquée à l'OM et qui avaient fait une deuxième année exceptionnelle avec Bielsa. Donc voilà, j'espère vraiment qu'ils ne vont pas s'impatienter. J'espère que nous aussi, on ne va pas s'impatienter et qu'on va les garder. Je ne pense pas. Et c'est pour ça qu'on parlait du calendrier, Naïm, parce qu'il y a quand même un sacré calendrier qui nous attend à la rentrée. On le voit là avec le premier match au Vélodrome, déjà dès le 5 janvier. On n'a pas l'habitude de reprendre aussitôt. Dès le 5 janvier, on reçoit Le Havre, déplacement à Rennes. On a une semaine du 12 janvier au 19 janvier qui nous amène entre Rennes, réception de Lille au Vélodrome, réception de Strasbourg, déplacement à Nice, réception de Lyon. Il va y avoir du très très lourd. Ouais, je pense qu'à la fin du match de Lyon, on en saura clairement plus sur la suite de la saison, sur nos ambitions, parce que derrière, c'est Angers, Saint-Etienne, Auxerre et Nantes. Ouais, c'est surtout que tu auras eu déjà un tour très important contre Lille et très difficile. Vraiment, on n'a vraiment pas eu de chance de tirer Lille, mais on joue à domicile, donc ça c'est quand même positif. Et donc 3 matchs qui sont pas, je vais pas dire facile, parce que Strasbourg nous a battus à l'aller et que Rennes a quand même un bon effectif et on sait que contre nous ils seront motivés. Ce ne sera pas le Rennes qui végète au fond du classement. Ouais. Donc, mais qui sont plus abordables que les 2 qui suivent, parce que le déplacement à Nice va être dur et que la réception de Lyon aussi. Donc vraiment, ces 3 matchs de championnat et ce match de coupe, c'est 4 matchs là en 2 semaines. Et ils vont nous en dire beaucoup plus. Et c'est là vraiment, justement, ça fait le lien avec ce qu'on disait juste avant. C'est là où les joueurs comme Rowe, Wai, Koné, Cornelius vont être importants. Parce que tu n'auras pas sur ces 4 matchs en 2 semaines 4 fois la même équipe. Là, tu ne pourras pas le faire comme tu l'as fait jusqu'à présent. Ouais, et d'autant plus, Naïm, pour conclure, chaque année, on se le dit, toi et moi, il y a toujours un joueur de deuxième partie de saison. C'est-à-dire celui qui n'a pas flambé en première et qui apparaît en deuxième partie de saison. On l'a toujours vécu à l'OM. Il y a. Alors, hier, Amin Harit n'est pas rentré. Bamou Maïté, on se pose quand même la question, probablement qu'on pourra imaginer un départ pour Bamou Maïté. Je ne sais pas sur Amin Harit, pour le moment, on n'a pas encore d'infos, mais bien évidemment, on va vous tenir au courant pendant tout le mois de janvier. On sait que vous allez venir sur toutes nos vidéos, nous parler que des transferts. On se prépare avec Naïm, même si ce n'est pas la période qu'on kiffe le plus possible, Naïm. Mais surtout en tout cas. Surtout quand ça va bien. Ouais, surtout quand ça va bien. Et nous, on n'aime que le foot, on aime parler de foot, les gars, et on se régale encore une fois avec les commentaires. Naïm, les commentaires sont dithyrambiques sur la qualité et le travail qu'on essaye de faire au quotidien pour la Minute OM. Mais pour cette deuxième partie de saison, Naïm, pour conclure, il y aura un joueur qui va se révéler. Moi, je mettrais bien une petite pièce sur Koné, un peu comme toi. Je pense que c'est peut-être le joueur, quand il aura pris conscience et qu'il aura compris ce que lui demande le coach, probablement qui va monter en puissance. On n'espère pas de blessures, pas de graves blessures qui pourraient nous changer la saison. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi, c'est un élément qu'on ne choisit pas. Sachant qu'on en a une, déjà, on l'oublie souvent, mais ouais. on est deuxième et qualifié en Coupe de France en ayant perdu un joueur qui était censé être très important dans l'effectif, c'était Carboni. Et Moumbagna.
Et il y a Montbagna aussi. Ouais, il y a eu Moubagna début de saison, mais peut-être que Moubagna partait clairement pas titulaire, c'était plus un joueur de rotation. Par contre, Carboni était très important dans ce que voulait mettre en place le coach de base, parce que c'était le seul vrai numéro 10 avec cette qualité de passe, de vision du jeu qui était censé faire la différence. Donc, on a quand même perdu un gros joueur en début de saison, même si on n'aura jamais vu ses qualités. Donc voilà, espérons qu'on a eu notre quota pour l'année de blessure. Eh ben, écoutez, bon, de toute façon, encore une fois, les amis, on vous remercie pour toute la force que vous nous donnez sur l'ensemble de nos réseaux. Et continuez à commenter, à liker toutes nos vidéos, ça nous aide énormément au référencement. Et donc, avec Naïm, on va voir si pendant la période de trêve, si on vous fait un petit bonus, un petit kiff avec quelques collègues s'ils sont dans le coin, avec notre ami Greg, bien évidemment, et d'autres invités. Peut-être qu'on se fera un petit peu un conseil de classe pour l'ensemble des joueurs, parce que je pense que c'est des choses que vous aimez bien. Dites-nous en commentaire si c'est des choses qui vous tentent, si on a le temps de le faire avec Naïm. Il y a de quoi dire quand même, parce qu'il y a vraiment des notes à donner sur ce premier trimestre, Naïm, et de toute façon, on se retrouve. On ne sait pas quand, Naïm, hein, mais je pense qu'on sera peut-être là pendant les vacances. Oui, on va quand même leur en faire au moins une avant la reprise, avant la Oui, du Havre. vous êtes gourmands, les gars, je sais que vous êtes gourmands. On se dit à très très bientôt, les amis. On vous souhaite bien évidemment une excellente semaine, de bonnes fêtes de fin d'année. Attention au chocolat, les gars. Hein, allez-y doucement. Hein, et la pesée à la rentrée. À bientôt. Allez, salut à tous. Ciao, ciao, Gringo. Hop là.